Alors, l'histoire s'appelle Jeff de Kyler, donc le tueur, si vous préférez. Le sinistre tueur inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes, avec peu de preuves qui ont été, avec le peu de preuves qui ont été trouvées. Un jeune garçon qui aurait survécu à une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au plein milieu de la nuit, raconte le garçon. J'ai vu que pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer, et une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait deux yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir, et qui me terrifiaient, tout simplement. Euh, c'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit: Endors-toi. J'ai crié. C'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit et j'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé. J'ai roulé par terre essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et a planté mon père dans son épaule. Cet homme l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ouais, moi aussi je fais du 42. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné, a couru dans le couloir et j'ai entendu un fracas, comme des bris de verre. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de la maison avait été cassée. Je me suis approchée pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je ne l'oublierai jamais, ce visage, ces yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique. Ils ne me quitteront jamais. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à cette description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez la police des services locaux. Un petit alinéa pour aller à l'histoire qui suit, qui est dedans cette histoire, mais qui n'est plus l'histoire du petit garçon. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion de travail et ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable, comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, je m'appelle Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna et appela son fils, Billy. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Il les salua et retourna jouer dans le jardin. Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voilà mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Liu. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur maison, Jeff demanda à sa mère: Mais maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin?
On ne le connaît même pas. Jeff, dit sa mère, nous venons juste d'arriver. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien y faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur le lit. Il était allongé, là, à regarder, excusez-moi, son plafond, quand tout à coup, il y eut un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là, à manger ses céréales, il y eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus fort. Il sentit comme une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quant à lui et Liu, finirent de déjeuner. Ils descendirent à l'arrêt du bus. Ils étaient assis à attendre, quand tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux. Ils ne firent tous deux qu'un bond en arrière. Et qu'est-ce que... Le gamin se retourna, saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jeans déchiré, bleu. Bien, bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, les deux enfants apparurent. Deux autres enfants apparurent. L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Kay. Jeff et Liu regardèrent le gamin maigre, il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pot de sein doux. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant que tous les enfants dans ce quartier, Maintenant pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. Liu leva la tête, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. Tss, tss, tss. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de lui, attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce nouveau sentiment. Maintenant, il était vraiment fort. Une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche, puis en sortit son couteau. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kay se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kay demanda de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kay tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin de couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta. Il vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait plus rien faire, mais regardait son frère avec étonnement. Voilà pourquoi il est devenu meurtrier au final. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qu'il venait de se passer. Il se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus
se précipiter vers Andy et les autres. C'est ça, exactement. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Il n'osait rien dire de ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose, quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant, l'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui, à proximité de l'arrêt du bus où il s'était battu, et sachant que maintenant, il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il répondit d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à la porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignarder mon fils. Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. Piston, a déclaré l'un des flics. Des flics. Nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une échymose sur le ventre, et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué, mais qu'il n'avait aucune preuve, que ce n'était pas eux qui avaient attaqué les premiers. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fouillait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Liu. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait pas m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, il semble qu'on va devoir t'arrêter. Attendez, dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leur arme et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai les marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses comme lors d'un combat. Piston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers la police. Non, c'est pas lui, c'était moi, je l'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère, essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmenez-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi qui ai blessé ces enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que Liu, tu peux arrêter. Nous savons que c'est Liu, tu peux arrêter. Jeff regarda impuissant. La voiture de police s'en alla avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous les deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder.
Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Liu qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta alors de s'endormir. 2 jours étaient passés sans nouvelles de Liu de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que tristesse et culpabilité. C'est ce samedi alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux et radieux. Jeff, c'est le jour, dit-elle en ouvrant les rideaux. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui demanda Jeff. Quoi, tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. Mais maman, tu plaisantes? Ne compte pas sur moi pour aller à la fête de ce gamin. Il y eut alors un long silence. Jeff, nous en avons parlé. Et puis, je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces jours tristes. Maintenant, habillée, la mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se lever, mais finit par attraper une chemise au hasard, un jeans, et descendit l'escalier. Ses parents étaient déjà prêts. Sa mère en robe, son père en costume. Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête, pensa-t-il. Jeff, tout ce que tu vas mettre, c'est tout ce que tu vas mettre? C'est toujours mieux que d'en porter trop, lui répondit-il. Ça suffit, Jeff. On ne peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression, lui dit son père. Jeff grogna alors et retourna dans sa chambre. Je n'ai pas de déguisement, a-t-il crié en bas de l'escalier. Il suffit de choisir quelque chose, a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui, dans sa garde-robe, pour trouver ce qu'on pourrait appeler un déguisement. Il a trouvé un pantalon noir qu'il portait pour des occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pensait pas trouver une chemise pour aller avec celle-ci. Il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées et à motif. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche. Ouais, on est d'accord. Tu portes ça? Demanda-t-il. Sa mère regarda sa montre. Oh, on n'a pas le temps de changer. Rentrons. Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Alors qu'ils entraient à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. Les enfants sont dans la cour, Jeff. Que dirais-tu d'aller les voir? Jeff se dirigea vers la cour. Ils couraient partout en costume de cow-boy et se tiraient les uns sur les autres. Et tu veux jouer? Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. L'enfant le regarda avec un visage étonné. S'il te plaît. Bien, finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais ça finit par l'amuser. C'est la première fois qu'il réussissait à se sortir Liu de l'esprit. Ainsi, il joua avec les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entende un bruit bizarre. Ensuite, plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Keith avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lança son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec une brûlante haine. Salut, Jeff. Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. Jeff vit son nez meurtri. Je pense que nous sommes quittes. Je vous ai frappé et vous avez envoyé mon frère au CBD.
Randy avait de la colère dans les yeux. Oh non, ce n'est pas terminé. Tu nous as eu la dernière fois, mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussa le garçon, qui était au-dessus de lui, et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Troy et Kess sortirent leurs armes hors de leur poche. Personne ne nous interrompra. Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attraper son pied et le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison, et Troy l'attrapa. Besoin d'aide? Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui s'ouvrit. Randy recommença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. Allez, Jeff, bats-toi. Il prit Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et la brisa sur la tête de Jeff. Bats-toi. Allez, Jeff, regarde-moi. Le garçon à terre leva péniblement les yeux, le visage criblé de sang. Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD. Et tu restes là à pourrir sans rien faire. Tu devrais avoir honte. Jeff alors commença à se lever. Ah, enfin, tu te lèves pour te battre. Jeff était maintenant à ses pieds. Le sang et la vodka coulaient sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui enserra la poitrine et il n'avait plus senti cela depuis un certain temps. Enfin, toi, dit Randy. C'est alors que Jeff comprit. Quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit. Toute pensée rationnelle s'était envolée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy, le poussa au sol, puis prit des brides de verre brisé pour perforer le cœur du garçon. Troy et Kess cherchaient Jeff lorsqu'il finit par le retrouver. Ils pointèrent alors une arme sur lui. Jeff vit les canons des armes pointés sur lui. Il prit la fuite dans les escaliers, mais Troy et Kess étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Jeff monta les escaliers, il se cacha dans la salle de bain et saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Kess était plus agile que Troy et il réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils hurlèrent. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il pouvait et il put ainsi attraper le porte-serviette et le balancer tout droit dans la tête de Kess. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang, et Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Oui, ils ont laissé tous les gosses et ils sont partis. Kess se mit à rire à son tour. Mais qu'est-ce qui est si drôle? Demanda Jeff. Il sortit un briquet et l'alluma. Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert de Javel et d'alcool. Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Kess lança le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre garçon. Sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible. Il était pris par le feu. Il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Il courut dans le couloir et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents, qui étaient revenus dans la maison, se mirent à hurler en voyant le garçon en feu.
tombé sur le sol aux portes de la mort. C'est la dernière chose que Jeff vit. Sa mère et les autres passants, essayant d'éteindre les flammes, n'y arrivaient pas, et c'est à ce moment-là qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc. Des bandes de tissu lui entouraient le visage et il ne pouvait rien voir, mais il sentait un plâtre sur son épaule et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se relever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita et lui dit: Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, dit-elle en le regardant. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée d'où il était. Enfin, après quelques heures, il entendit sa mère. Mon chéri, comment te sens-tu lui demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre, cependant son visage était couvert et il était incapable de parler. Oh chéri, j'ai d'excellentes nouvelles. Des témoins ont raconté à la police qu'ils avaient vu Randy essayer de vous attaquer. Ils ont finalement décidé de laisser Lou s'en aller. Il sortira d'ici demain et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. Durant les semaines qui suivirent, Jeff reçut régulièrement visite de sa famille. Puis vint le jour où ses bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir à quoi il allait ressembler après cet accident. Le médecin commença à défaire les bandages, tous étaient rivés à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. Ce n'était pas facile. Nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla. Les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. Quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon visage? Demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit, courut vers la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage. C'était horrible, mais vraiment horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Lentement, il porta la main en son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille et puis de nouveau vers le miroir. Jeff, hésita Liu. Ce n'est pas si mal. Pas si mal que ça. C'est parfait. Sa famille fut surprise et Jeff se mit à rire. Un rire incontrôlable. Ses parents le regardèrent d'un air inquiet. Jeff, tu vas bien? Bien? Je n'ai jamais été aussi heureux. Ah ah, regardez-moi, je suis magnifique. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage et, en se regardant dans le miroir, quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même. Docteur, interpella Margaret, mon fils va bien, vous savez, dans sa tête. Oh oui, ne vous inquiétez pas, ce comportement est typique pour les patients qui ont eu des grandes quantités d'analgésie. Ah, merci, docteur. La mère de Jeff alla voir son fils. Jeff, mon trésor, il est temps d'y aller. Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours déformé, un sourire fou. Sa mère le prit par les épaules et l'aida à s'habiller. C'est comme ça qu'il est arrivé, avait déclaré la dame à la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que son fils portait. Il était maintenant propre du sang qu'il avait été maculé. Jeff, qu'est-ce que tu fais? Demanda sa mère. Le garçon se retourna pour la regarder. Je n'arrivais plus à sourire, maman. Je ne pouvais plus, ça faisait mal, mais maintenant je peux sourire pour toujours. En fait, son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé les joues
pour dessiner un sourire. Elle remarqua alors que les yeux de son fils étaient cernés de noir. Jeff, et tes yeux? Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir, j'étais fatiguée et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières pour que je puisse voir maman, mon nouveau visage. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne suis pas beau? Si, mon fils, tu l'es. Maman, tu as menti. C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Liu fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et d'essayer de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Liu se débattit pour essayer d'échapper à la prise de son frère aîné. Chut, lui dit-il, endors-toi. Tout à fait d'accord. C'est ça. Elle a foutu sa vie en l'air. On est resté dans le crépi, hein. N'empêche que cette histoire, c'est extrait d'un journal local. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment une histoire racontée ou si c'est une histoire vraie qui a été agrémentée ou pas, hein. Mais du coup, ça explique bien évidemment sa haine pour les enfants. Moirf, moirf. Ah, ah. Moirf. Ah oui, mais ses parents, oui, c'était du grand délire, hein. C'est du délire. Et oui, il y a parfois des histoires qui sont étranges. C'était juste du m'as-tu vu les apparents. Oui, c'est ça, hein. C'était vraiment ça, hein. Passer, passer pour une personne que tu n'es pas, ou voilà, c'est ça, hein. Il y a une bouilloire qui siffle. C'est Choupi qui fait du thé. Le thé est prêt. Exactement. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est la façon de faire d'autrui d'aujourd'hui, malheureusement. En effet. Hmm.
Mauvais élève, mauvais élève. Je pense que quasiment toutes les histoires qui sont racontées ici, ce sont des histoires, des histoires vraies. Tapez-moi, j'aime ça. Ah là 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 là. Ça fait pipi les histoires de fous qu'on entend des fois. Oui, mais sauf que il y a une cause à effet à cette histoire. Et que si peut-être il avait été dans une famille différente ou traité différemment, ça ne serait peut-être jamais arrivé. Hmm, je sais. L'histoire suivante est l'histoire de d'Émilie Sage, non, Émilie Saget, qui est victime du phénomène du dédoublement du type doppelganger. C'est le cas d'une institutrice dijonnaise née en 1813 qui est à la fois différente et très étrange encore. Peut-être que je ferai des recherches sur ça par rapport à cette histoire. Mais regarde, juste à côté de chez moi, les flics ont arrêté un gars qui se baladait avec une machette. Il a l'air tourcoing plage, sans doute pour aller jouer dans l'eau. Non mais c'est dingue. 17 ans. Normal quoi. Ça se trouve, il allait pour défoncer des têtes. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe parce que c'est pas relayé du tout par les médias. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Limoges, et Nîmes et Béziers? Bien sûr, il a dû être obligé. Il y a des guerres de gangs. Je savais que vous ne le saviez pas. Oui, c'est ça. Par groupe de 150 sur la population. Ce sont des étrangers hein, qui font ça, et c'est une guerre. Ce sont des guerres de gangs. C'est ça. C'est très grave ce qui se passe par là. C'est pas relayé par les médias, hein. C'est plus relayé par les lanceurs d'alerte, justement. Et ça fait, je vous jure que ça fait froid dans le dos. Il y avait le témoignage d'un monsieur qui expliquait que les gens, ils avaient peur de, bon, ils devaient sortir pour aller travailler, et puis ils reviennent chez eux. Les parents, les pères, ils sont sortis de leur voiture tabassés. Ils cassent les carreaux des voitures alors qu'il y a des enfants dedans. C'est très très grave. Oui, mais non, il y en a aussi, c'est des guerres de gangs, de drogue, Caro. Il n'y a pas que ceux qui vont débarquer dans les fêtes. Il y a ceux-là et il y a les gangs. Ça fait vraiment flipper. Je suis d'accord avec vous. Et
c'est pas relayé comme ça devrait être relayé. Ouais, c'est ça. Ils veulent créer la peur, hein. J'ai vu des images en vidéo, c'est aberrant. Ils disent même aux gens de ne pas laisser sortir leurs enfants et zéro, zéro arrestation, hein. Les flics, ils en ont peur. Donc voilà. Oui, c'est ça. Non, c'est partout maintenant. C'est partout à vos débuts, oui, c'était que dans les quartiers, mais après, c'est un peu partout. Donc l'histoire suivante, c'est l'histoire de Émilie Saget, comme je vous disais, qui en 1845, le directeur d'un pensionnat huppé pour jeunes filles nobles des environs de Riga, en Lettonie, engage Émilie Saget, alors âgée de 32 ans, comme perceptrice de français. La jeune Française, vive, enjouée, intelligente et très sociable, plaît d'emblée tant qu'à son directeur qu'à ses jeunes élèves. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Mais au bout de quelques semaines, les jeunes pensionnaires se confient des histoires folles à son sujet, racontant qu'ils ont vu leur professeur de français au même instant, en plusieurs lieux différents. Ces rumeurs finissent par venir aux oreilles des autres enseignantes avant de remonter jusqu'à la direction. Au début, les collègues de travail d'Émilie ne prêtent pas trop attention à ce que disent les élèves traitant leur commérage de fantasmes. Mais l'affaire se complique lorsqu'un soir, le chef des jardiniers du domaine aperçoit la perceptrice se promener dans le parc à l'heure du dîner, alors que toute la maisonnée, professeurs et élèves, sont censés se trouver au réfectoire. Curieux de cette anomalie, l'homme entre dans le bâtiment, pousse la porte de la salle à manger et y voit la Française en train de dîner paisiblement à la table des professeurs. Il retourne aussitôt vers le parc et découvre à nouveau la jeune femme marchant à sa rencontre, un livre à la main, le croisant sans répondre à son salut. Oui, c'est ça. C'est les gangs qui attaquent les populations. L'affaire se corse encore le jour où l'institutrice était en train d'écrire à la craie une fable de La Fontaine sur le tableau noir. Une de ses élèves alerte ses compagnes qui se retournent, qui en se retournant aperçoivent mademoiselle Saget sagement assise à la dernière rangée du pupitre de la salle. Selon le témoignage des domestiques de l'institution, ce double inquiétant va se manifester à de nombreuses reprises au cours des mois qui suivent. Son comportement devient de plus en plus imprévisible. Ainsi, tandis qu'elle s'affaire à des travaux de broderie dans les salles du rez-de-chaussée, sous la surveillance de l'un de ses professeurs, les pensionnaires observent par les fenêtres les allées et venues de leur perceptrice de français dans le parc. À un moment donné, leur surveillance s'absent. Elle est aussitôt remplacée par Émilie, ou son double, assise immobile et silencieuse. Les jeunes filles voient pourtant par la porte-fenêtre ouverte la véritable Émilie ou son sosie évoluer lentement dans l'allée proche, le visage pâle, le pas hésitant, en proie à une grande fatigue. Frissonnant
D'une peur délicieuse devant ce mystère qui les trouble, quelques pensionnaires s'enhardissent, quittent leur place, entourent la jeune femme qu'ils ont sous la main, la touchent sans qu'elle proteste. Son corps n'offre qu'une faible résistance à leurs doigts qui s'enfoncent à travers ses vêtements et ses chairs comme s'ils ne rencontraient que du vide. L'étrange créature, ainsi traversée de part en part, se dissipe lentement sous leurs yeux avant de disparaître comme elle était apparue. Cette expérience incroyable met les adolescents en émoi. N'osant pas en parler à leur professeur, c'est avec des frissons et des trémolos dans la voix qu'elles racontent l'histoire à leur gouvernante ou à leurs parents en enjolivant de mille détails troublants. Devant de tels faits, niés par la direction, certaines familles retirent leur progéniture de l'internat. Aux vacances d'été, il ne reste qu'une dizaine d'adolescentes sur les 42 que l'institution comptait en début d'année. Le directeur d'école, qui n'a jamais assisté personnellement au phénomène et qui ne croit pas à ces sornettes, décide pourtant de se séparer d'Émilie Saget. Pour en avoir le cœur net, il la convoque dans son bureau, l'interroge sur ces choses bizarres qui lui ont été rapportées à son sujet. Émilie avoue que ce n'est pas la première fois qu'elle doit changer d'employeur à la suite de tels faits, mais elle jure qu'elle n'y est pour rien. Une des élèves d'Émilie rapporte quelques mois plus tard cette curieuse affaire au célèbre parapsychologue russe Alexandre Aksakov et lui permit de rencontrer l'institutrice. Le parapsychologue rend donc visite à Émilie à de nombreuses reprises, allant jusqu'à la recommander pour un poste de préceptrice dans une noble famille russe. Il décide alors de rester en contact avec elle jusqu'en 1850, année où on perd définitivement sa trace suite à un événement tragique. Devenue dame de compagnie d'une riche douanière qu'il avait prise en affection, Émilie semblait enfin avoir retrouvé calme et sérénité.